Bonjour, alors voici la suite du chapitre 2 sur les communications intercellulaires dans l'organisme. Et donc ce chapitre, cette partie du cours, va porter sur la communication nerveuse. La communication nerveuse sera traitée en deux parties, en deux diaporamas. Donc le premier diaporama qui est actuellement présenté porte sur l'organisation du système nerveux et de la communication nerveuse à l'échelle de l'organisme et à l'échelle cellulaire. Alors nous allons prendre un exemple particulier qui va servir un peu de fil d'Ariane au cours de ce chapitre, qui est la douleur. Quels sont les circuits de la douleur et comment ils s'organisent à l'échelle cellulaire et à l'échelle de l'organisme. Alors on va donner d'abord la définition de ce que c'est que la douleur aiguë qui a été officiellement déclarée par l'Association internationale pour l'étude de la douleur. Et donc la douleur, c'est une expérience sensorielle. On va percevoir un signal, un stimulus nociceptif grâce à des récepteurs qu'on a à la surface de notre peau, par exemple des récepteurs au niveau des mains qui vont détecter la chaleur excessive lorsqu'on se brûle. Et ce signal, ce stimulus nociceptif va être détecté par le cerveau et va être interprété comme quelque chose de douloureux. Donc c'est quelque chose d'émotionnel qui va notamment faire appel à notre mémoire personnelle. Donc à notre vécu de douleur et au contexte. Par exemple, un stimulus pourrait être douloureux pour une personne et non douloureux pour une autre, ou sera douloureux dans un contexte et pas douloureux dans un autre. Alors lorsqu'il s'agit d'une douleur aiguë, en général, c'est une réponse à une lésion tissulaire qui est réelle, par exemple une brûlure, une piqûre, mais ça peut être également une lésion potentielle qui est imaginée par le patient, notamment par exemple des patients qui sont amputés et qui ont l'impression d'avoir mal au membre qui est amputé. Et donc, du coup, ça va être une lésion tissulaire potentielle. Alors, quels sont en fait les deux types de circuits et de réponses qui se mettent en place suite à une stimulation nociceptive, par exemple une brûlure ou une piqûre? Il va y avoir déjà une réaction réflexe qui va être commune à tout le monde et finalement que le cerveau ne va pas interpréter. La stimulation des récepteurs de la chaleur excessive sur la main va déclencher une réponse de retrait de la main pour fuir ce stimulus. Et donc ça va être une réponse réflexe, c'est-à-dire une réponse qui est rapide, prévisible, automatique et involontaire, qui n'est pas consciente, qui est contrôlée donc par la moelle épinière et pas par le cerveau, et qui va donc être stéréotypée chez tous les individus. Mais une partie de cette information nociceptive va monter au cerveau, il va y avoir plusieurs circuits vers le cerveau, et le cerveau va interpréter ce stimulus nociceptif, donc ça va devenir une expérience vraiment émotionnelle, sensorielle, qui deviendra consciente et éventuellement douloureuse selon les individus. Donc avant de décrire plus précisément le trajet de l'information, dans le cas de cette stimulation nociceptive et de son interprétation éventuellement douloureuse, revenons sur quelques définitions, notamment sur la différence entre nociception et douleur. Donc, l'information douloureuse est captée par des récepteurs sensoriels qui appartiennent à ce qu'on appelle le système somatosensoriel du corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le système somatosensoriel? C'est un système qui va collecter les informations sensorielles en provenance du corps, soit en surface, soit en profondeur. Donc, ce système, il ne contient pas les organes sensoriels des 5 sens, comme la rétine, l'oreille. Et par contre, il va détecter la pression sur la peau, les tensions à l'intérieur des muscles. Donc, il existe différents types de récepteurs dans ce système somatosensoriels. Tout d'abord, les récepteurs mécaniques, donc ce qu'on va appeler les mécanorécepteurs, qui sont à la surface de la peau, donc cutanée, qui vont détecter des stimuli externes. Donc on va parler d'extéroception, comme ce qu'on avait vu en introduction. Donc ce sont par exemple les récepteurs du toucher, qui détectent la pression, qui détectent des frottements. Dans ces récepteurs, dans cette catégorie de récepteurs, on met également les propriorécepteurs qui, eux, détectent plutôt des stimuli internes. Donc, par exemple, un étirement du muscle, un étirement du tendon. Et donc, vous avez déjà étudié, par exemple, le fuseau neuromusculaire qui est impliqué dans le réflexe myotatique et qui permet de détecter l'étirement du muscle et induit, par exemple, sa contraction en réponse à son étirement dans le réflexe myotatique. Il y a également des récepteurs qui détectent la température. Si une eau elle est chaude ou si une eau est froide, on le détecte grâce à ces thermorécepteurs, donc c'est de l'extéroception. Mais attention, là ça ne détecte pas si l'eau est trop chaude, c'est-à-dire dépasse un certain seuil
qui pourrait induire une lésion tissulaire, ou est trop froide. Ce sont des thermorécepteurs qui fonctionnent dans une gamme de température qui est relativement physiologique. Et puis, il va y avoir la dernière catégorie de récepteurs qui appartiennent au système somatosensoriel, qui sont les nocicepteurs. Et les nocicepteurs permettent de détecter des stimuli nociceptifs, des températures très chaudes, des chocs très puissants, des stimulations excessives des articulations qui vont donc potentiellement induire une pathologie ou une lésion à l'échelle de l'organisme. Donc la nociception, c'est une sensibilité, puisqu'on détecte ça par des récepteurs, qui résulte d'une altération tissulaire ou d'un organe et qui est projetée vers des structures centrales. Et là, il va y avoir une interprétation de cette altération, de ce stimuli nociceptif, et il pourra y avoir du coup une détection de la douleur ou non selon l'individu. Donc finalement, la nociception, c'est avant l'interprétation en douleur éventuelle par l'individu. C'est juste le signal sensoriel qui provient de ces nocicepteurs qui permettent de protéger en fait l'intégrité de l'individu. Donc vous voyez bien que la nociception, c'est différent de la douleur. Donc la nociception, c'est l'activation des récepteurs nociceptifs, mais sans interprétation par le cerveau. Donc de manière rigoureuse, c'est juste une sensibilité, sans interprétation par le cortex. Donc la nociception ne correspond pas à la douleur, puisque la douleur, ça correspond à l'intégration de ce stimulus nociceptif, ou des stimuli nociceptifs s'il y en a plusieurs, dans le cerveau, en utilisant ces expériences émotionnelles et sans contexte. Donc on résume ainsi la différence. La nociception, c'est juste de la sensibilité, de la perception, donc qui met en jeu notamment des récepteurs nociceptifs à la surface de la peau, alors que la douleur, c'est une sensibilité auquel s'ajoute une intégration émotionnelle par le cerveau et une interprétation par le cerveau du stimulus. Donc, à quoi sert la nociception et la douleur, Ça nous permet de protéger, ça a été sélectionné au cours de l'évolution, car ça permet d'éviter des situations dangereuses. Donc, c'est en général un signal d'alarme qui va permettre d'activer des réflexes de protection, notamment, par exemple, des réflexes de retrait de la main pour éviter que la lésion tissulaire soit aggravée. Ainsi, on peut revenir sur les deux types de réactions en réponse à une douleur aiguë, de piqûre ou de brûlure. La première réaction, c'est la réaction de réflexe de retrait de la main ou du pied qui a été piqué, donc en réponse à ce stimulus nociceptif, et qui ne met en jeu que la nociception. Il n'y a pas d'interprétation douloureuse. Donc dans ce circuit, l'information nociceptive monte au niveau de la moelle épinière, puis redescend directement pour donner une commande motrice au pied, par exemple, pour donc favoriser le retrait du pied de la zone piquante. Donc il n'y a pas d'interprétation douloureuse pour ce circuit. Et donc ce sont des circuits spinaux parce qu'ils passent par la moelle épinière et l'adjectif spinal, ça désigne la moelle épinière. Il y a en parallèle une deuxième voie du signal nociceptif. Lors de la piqûre, une autre voie donc ascendante atteint le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est ascendante parce que ça part des organes périphériques et ça monte au cerveau. Et le cerveau va interpréter le stimulus nociceptif éventuellement comme douloureux en fonction des expériences. Et donc ce circuit passe par la moelle épinière puis le cerveau. On va donc parler de circuit corticaux, pour cortex cerveau, spinal, de la moelle épinière. Donc pour décrire ces circuits, nous allons revenir un petit peu sur des fondamentaux de l'organisation du système nerveux que vous avez un petit peu vu laisser, mais nous allons un petit peu plus être rigoureux sur l'utilisation de la terminologie et nous appliquerons cette terminologie au fonctionnement des circuits de la douleur et des circuits nociceptifs de retrait d'un organe. Par la suite de ce diaporama et dans le diaporama suivant, nous allons utiliser cet exemple pour présenter les cellules qui servent de support pour un circuit de l'information nociceptive et douloureuse, et nous présenterons également leur spécialisation fonctionnelle pour réaliser cette fonction. Après, dans une deuxième partie, nous allons étudier comment elles émettent des potentiels d'action qui sont les messagers électriques qui vont permettre cette communication entre les cellules au sein du circuit et comment elles vont communiquer entre elles, du coup, à l'interface entre deux neurones, c'est-à-dire au niveau des synapses. Tout d'abord, revenons sur les différents types de cellules qui composent le tissu nerveux
et qui participent donc, entre autres, à la transmission du message nociceptif. Bien sûr, ça permet la transmission d'autres types de messages, hein, mais là, nous allons prendre l'exemple du message nociceptif. Donc, vous savez qu'il existe des neurones, mais ce ne sont pas les seules cellules du système nerveux. Il existe également des cellules gliales qui sont souvent oubliées dans les ouvrages de lycée et dans les cours de lycée. Donc les neurones, nous en aurions environ 86 milliards, mais les cellules gliales sont bien plus nombreuses, elles sont environ 3 fois plus nombreuses, donc il me semble important de vous les présenter même rapidement. Donc revenons d'abord sur la structure et la fonction des neurones qui sont les cellules excitables, c'est-à-dire qui sont capables d'émettre des messagers électriques qui vont assurer la transmission du message nociceptif. Alors les neurones, de manière très stéréotypée, puisque vous allez voir que plus tard dans vos études, c'est une vision relativement simplifiée de la cellule que nous avons. Donc les neurones, ce sont des cellules polarisées, c'est-à-dire qu'elles contiennent des extrémités qui ont une organisation et une fonction différentes. Donc au centre, elle contient ce qu'on appelle un corps cellulaire. Donc le corps cellulaire, il contient le noyau, qui assure notamment la transmission de l'information génétique lors de la division et qui va permettre aussi l'expression des gènes, leur traduction en protéines. Donc autour du noyau, vous avez également des mitochondries qui vont permettre de produire de l'énergie pour le fonctionnement du neurone. Donc ensuite, il y a les prolongements dendritiques qui sont numérotés en 2 sur la photo. Donc les prolongements dendritiques, ils sont en général nombreux et ils permettent de capter plusieurs messages électriques en provenance d'autres neurones. Ils vont additionner en fait ces différents messages électriques et les transmettre vers le corps cellulaire. Donc ils vont servir en fait de canal de transmission jusqu'au corps cellulaire de messagers électriques. Ensuite, vous avez une troisième partie dans les neurones qui correspond au prolongement axonal. Donc souvent, on en décrit un seul, mais il existe par exemple des neurones qui ont plusieurs axones. Le prolongement axonal va émettre ce qu'on appelle les potentiels d'action, qui sont les messagers électriques qui permettent une communication sur une longue distance. Il va transmettre ces potentiels d'action à une cellule cible. Donc, par exemple, la cellule cible, ça peut être un muscle, ça peut être une glande endocrine. Donc, par exemple, il va induire la stimulation de la contraction d'un muscle en émettant des neurotransmetteurs à l'extrémité axonale, donc au niveau de la synapse qu'il va établir avec la cellule cible. Donc, on verra un peu plus ça en détail dans le deuxième diaporama. Alors, les axones sont parfois, enfin même souvent, entouré d'une gaine isolante qu'on appelle la gaine de myéline, qui est représentée par des petits manchons verts sur ce diaporama. Cette gaine de myéline sert de gaine isolante, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'augmenter la vitesse de transmission des potentiels d'action du corps cellulaire vers l'extrémité axonale. Donc ainsi, de manière simplifiée et très schématique, l'information au sein d'un neurone suit le sens dendrite, puis corps cellulaire, puis axone, puis cellule cible. Donc les neurones peuvent être vus finalement comme des chaînes de communication comme nous l'avons défini au début de ce chapitre. Les dendrites et le corps cellulaire sont les émetteurs des signaux électriques. L'axone constitue le transmetteur ou le canal de transmission des signaux électriques, notamment des potentiels d'action qui se propagent sur une longue distance, puisque des axones peuvent être très longs, plus d'1 mètre. Et la terminaison axonale, elle constitue la zone où sont reçus les potentiels d'action avant d'être transmis à un autre neurone ou une cellule cible. Et la terminaison axonale correspond donc aux récepteurs des messagers électriques qui émettront donc des neurotransmetteurs. Donc le potentiel d'action est émis au niveau du début de l'axone, qu'on appelle le segment initial. Avant, ce sont d'autres types de messagers qui sont utilisés. Donc il existe en fait 2 types de messagers électriques. Les dépolarisations postsynaptiques, nous verrons celle-là dans le dernier diaporama, et les potentiels d'action. Donc les potentiels d'action, ce sont les messagers qui vont nous intéresser principalement et qui sont émis donc au niveau du segment initial qui est situé entre le corps cellulaire et l'axone. Alors attention, il faut savoir que cette vision est très stéréotypée. En effet, la plupart des neurones n'ont pas cette organisation avec plusieurs dendrites et un seul axone. Donc il y a une grande diversité morphologique.
Notamment, par exemple, certains neurones possèdent 2 axones sans avoir de dendrites. D'autres possèdent uniquement des dendrites et non pas d'axones. Donc le fonctionnement va être un petit peu différent de celui qui est décrit de manière stéréotypée. Donc il faut avoir en tête cette diversité morphologique et fonctionnelle, mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur un neurone typique avec un dendrite et un axone, ou plusieurs dendrites et un axone. Donc il faut savoir tout de même que les neurones ne sont pas les cellules les plus abondantes du tissu nerveux. Le tissu nerveux contient 3 fois plus de cellules gliales que de neurones. Alors, les cellules gliales ont été initialement décrites pour leur rôle structural. On pensait qu'elles servaient de glue entre les neurones, d'où le terme glial qui assure la cohésion du tissu nerveux. Cependant, donc, ces cellules sont plus nombreuses. Elles représentent à peu près 3 fois plus de cellules que les neurones. Elles ont des rôles très variés dans le tissu nerveux, qui va dépendre en fait du type de cellules gliales. Il y a plusieurs types de cellules gliales. Par exemple, les astrocytes sont des cellules qui assurent le relais entre le sang et les neurones. Ils transportent notamment les nutriments du sang vers les neurones. Les cellules microgliales, ce sont des cellules immunitaires locales du cerveau, puisque la barrière hémato-encéphalique ne permet pas le passage des globules blancs dans le cerveau. Donc elles vont servir de cellules immunitaires, elles vont patrouiller et permettre par exemple de phagocyter des déchets dans le cerveau. Ensuite, un autre type de cellule très important à retenir est le type de cellules myélinisantes. Donc les cellules myélinisantes, elles produisent la gaine de myéline dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui correspond donc à la gaine protectrice et isolante autour de l'axone et qui va favoriser la propagation des messages nerveux. Il y a 2 types de cellules myélinisantes selon leur localisation dans le cerveau, donc soit les cellules de Schwann qui sont localisées dans les nerfs en périphérie, soit les oligodendrocytes qui sont localisés dans le cerveau et la moelle épinière. Donc rappelez-vous des diapos introductives sur notamment la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques est due justement à une dégénérescence des oligodendrocytes, ce qui fait que les axones des neurones non protégés vont dégénérer, et donc ça va être à l'origine des symptômes de la sclérose en plaques, notamment la perte de motricité qui y est associée. Donc les cellules gliales, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas impliquées directement dans la conduction des messages électriques, notamment les potentiels d'action, mais elles vont quand même participer indirectement à leur émission et leur transmission, puisqu'elles vont favoriser l'excitation des neurones, leur nutrition, etc. Donc par la suite du chapitre, je ne vous parlerai presque plus de cellules gliales, mais il faut bien quand même avoir en tête qu'elles existent et qu'elles sont importantes pour le fonctionnement du système nerveux. Comment les neurones s'organisent-ils à l'échelle de l'organisme pour former des circuits? Donc les neurones ont des fonctions différentes selon leur localisation, et ces différentes localisations et fonctions sont appelées les subdivisions du système nerveux. Nous verrons donc comment ces subdivisions sont nommées et coopèrent dans la réponse à un stimulus nociceptif et douloureux dans la suite de ce diaporama. Avant d'aller dans la description du circuit nociceptif en détail, je voudrais revenir sur la terminologie des principales composantes du système nerveux chez les vertébrés. Donc, une grande partie des neurones est contenue dans le système nerveux central. Donc, le système nerveux central est situé au centre de l'organisme, au niveau de la moelle épinière et du cerveau, qui est aussi appelé encéphale. Donc, la fonction de ces neurones est essentiellement donc, d'intégrer des informations en provenance de neurones qui sont en périphérie du corps, qui forment le système nerveux périphérique sensoriel. Donc, il va interpréter les stimuli sensoriels, par exemple les stimuli cutanés, de la vision, auditifs, etc. Alors, le système nerveux sensoriel appartient au système nerveux périphérique, c'est-à-dire former des nerfs périphériques qui sont en dehors de la moelle épinière et du cerveau. Donc, il existe en fait 2 catégories de système nerveux périphérique, 2 subdivisions. Le système nerveux périphérique sensoriel. Donc, il est formé de neurones qu'on va dire sensoriels, notamment des récepteurs sensoriels qui vont transmettre l'information sensorielle de la périphérie du corps vers le système nerveux central. On dit que c'est un système afférent qui arrive au cerveau. Mais les nerfs n'ont pas simplement qu'un rôle sensoriel. Ils peuvent également avoir un rôle moteur. Ils transmettent une information qui va induire une contraction musculaire ou une contraction d'une glande pour induire la libération, enfin contraction entre guillemets, pour induire la libération d'hormones. Donc ce système qui participe à cette régulation motrice, avec motrice dans son terme assez général, c'est le système nerveux périphérique moteur.
Le rôle du système nerveux périphérique moteur est de transmettre l'information motrice du système nerveux central vers les organes effecteurs, les muscles, les glandes. Et donc c'est un système nerveux efférent qui part du cerveau. Alors sur le plan anatomique, le système nerveux périphérique sensoriel et moteur correspond à l'ensemble des nerfs sensoriels et moteurs qui arrivent et partent de la moelle épinière, et il contient aussi les ganglions. Mais que sont les nerfs et les ganglions? Nous allons faire une petite révision de lycée. Donc les nerfs, ce sont des regroupements d'axones des neurones. Donc ces nerfs sont soit moteurs, s'ils contiennent des axones qui transmettent une information vers les muscles. Sinon, ils sont sensoriels s'ils transmettent une information en provenance des récepteurs sensoriels vers le système nerveux central. Donc si vous regardez une coupe comme vous avez en haut de nerfs, une coupe transversale, vous pouvez voir plusieurs ronds blancs qui correspondent donc à des axones en coupe transversale qui sont collés les uns aux autres. Et donc en fait ça correspond à plusieurs voies de transmission qui sont en parallèle et qui sont donc périphériques au système nerveux central. Les ganglions, quant à eux, ce sont des regroupements des corps cellulaires. Donc des corps cellulaires des neurones dont les axones vont se retrouver dans les nerfs. Donc ces ganglions sont localisés en dehors du système nerveux central. Donc si vous faites une coupe de ganglions, vous pouvez voir plusieurs corps cellulaires à proximité, donc ils sont en rose. Et de ces corps cellulaires partent des axones qui vont rejoindre les nerfs. Donc on verra un peu plus l'organisation tissulaire des nerfs, du système nerveux central et des ganglions lors du TP3 d'histologie. Alors les deux subdivisions, système nerveux périphérique sensoriel et système nerveux périphérique moteur, normalement ont déjà été étudiées au lycée, notamment lorsque vous avez étudié le réflexe myotatique. Même si vos enseignants ne vous ont pas mis cette terminologie, vous avez déjà cette idée de circuit naturellement. Mais maintenant, il faut aller un peu plus loin dans la classification, notamment au niveau du système nerveux périphérique moteur. Donc le système nerveux périphérique moteur, on le subdivise au niveau fonctionnel en deux parties. Le système nerveux périphérique moteur somatique et le système nerveux périphérique moteur involontaire ou autonome. Donc le système nerveux périphérique moteur somatique est formé de nerfs qui régulent la motricité volontaire des muscles qui sont rattachés au squelette. Par exemple, les muscles du biceps, les muscles du triceps. Si vous décidez de les contracter, votre cerveau en fait envoie un message aux muscles via ce système nerveux périphérique moteur somatique. C'est donc une contraction volontaire. Alors parfois, il peut y avoir des réponses réflexes. Par exemple, quand on vous fait l'étirement d'un muscle et que vous faites son extension, donc le réflexe myotatique, c'est quand même un nerf du système nerveux moteur somatique qui en est responsable, mais c'est une réponse réflexe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce système nerveux périphérique moteur somatique innerve les muscles rattachés au squelette, les quadriceps, les muscles du mollet, etc. Mais il existe une autre subdivision dont on a moins conscience, qui est la subdivision du système nerveux périphérique moteur autonome. Donc vous ne la connaissez peut-être pas, puisqu'elle a été étudiée en seconde mais sans la nommer. Il s'agit donc de l'ensemble des nerfs qui contrôlent la motricité involontaire des muscles autonomes de votre corps. Alors connaissez-vous des muscles autonomes? Réfléchissez quelques secondes. Eh bien oui, vous en connaissez. Par exemple, il y a le cœur, les muscles de la digestion. Ces muscles se contractent de manière autonome grâce à une régulation par les nerfs du système nerveux périphérique moteur autonome. Et donc la moelle épinière envoie un message à ces muscles pour qu'ils se contractent sans que vous en ayez conscience, heureusement, sinon s'il fallait réfléchir à la contraction de son cœur, ce serait très prenant. Donc le système nerveux central va envoyer des messages de contraction à ce muscle via le système nerveux périphérique moteur autonome. Il est autonome dans son activité. Alors on peut diviser le système nerveux périphérique moteur autonome en deux parties. Donc il y a en fait pour chaque muscle autonome, on verra qu'il y a une exception, deux types de nerfs qui vont le réguler. Soit les nerfs du système nerveux périphérique moteur autonome orthosympathiques. Donc ce sont des nerfs qui vont réguler l'activité de ce muscle lors d'une situation d'urgence. A l'inverse, donc chaque muscle est innervé par un autre type de nerf qui est les nerfs du système nerveux périphérique moteur autonome parasympathique. Et ce sont des nerfs qui vont réguler l'activité de ce muscle lors d'une situation de repos. Alors ça paraît un petit peu compliqué, on va juste prendre un exemple. Par exemple, le cas du cœur.
Donc le cœur, c'est un muscle qui se contracte de manière autonome. Il est donc innervé par des nerfs du système nerveux périphérique moteur autonome. Mais en fait, il y a deux types de nerfs qui régulent ce cœur. Le nerf orthosympathique. Le nerf orthosympathique va accélérer le cœur lors d'une situation d'urgence. Donc par exemple, avant un examen, vous sentez que votre cœur s'accélère, et bien ça c'est parce que votre système nerveux périphérique autonome orthosympathique s'est mis en marche. Par contre, lorsque vous êtes au repos, vous regardez un bon film qui n'est pas stressant, et bien votre cœur bat plus doucement, se ralentit, parce qu'il est freiné par une commande du nerf du système nerveux périphérique moteur autonome, mais cette fois-ci parasympathique, qui est impliqué dans les situations de repos. Alors nous venons de voir les différentes fonctions des systèmes nerveux périphériques moteurs, somatiques et autonomes. Maintenant, nous allons voir comment ils s'organisent sur le plan anatomique et cellulaire. Donc les deux systèmes nerveux périphériques moteurs sont organisés de manière différente. Alors tout d'abord, le système nerveux périphérique moteur volontaire ou somatique est organisé de manière assez simple. C'est celui que vous avez déjà vu lorsque vous avez étudié le réflexe myotatique. Et vous avez vu qu'un neurone moteur part de la moelle épinière et régule via son axone, contenu dans un nerf, la motricité d'un muscle du squelette. Donc il y a un seul neurone, le corps cellulaire est localisé dans la moelle épinière, il y a donc un seul axone qui est localisé dans un nerf moteur qui va aller jusqu'au muscle. Et au niveau de l'extrémité de l'axone, il y a libération au niveau du muscle d'une molécule qu'on appelle un neurotransmetteur qui va permettre d'induire la stimulation de la contraction musculaire. Et ce neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Donc normalement, cette partie-là, vous l'avez déjà étudiée. Et donc en réponse à la libération de l'acétylcholine, le muscle squelettique se contracte. Donc par exemple, le muscle de l'extension de la cheville se contracte suite à son étirement lors du réflexe myotatique. Alors l'organisation du système nerveux périphérique moteur autonome est plus compliquée. En fait, il y a deux neurones situés l'un à la suite de l'autre, en chaîne, qui donc partent du système nerveux central jusqu'aux muscles du cœur ou des viscères. Donc ça veut dire qu'il y a deux nerfs, les uns à la suite des autres. Donc le premier neurone, il part de la moelle épinière. Ensuite, il libère de l'acétylcholine à son extrémité, pour stimuler un deuxième neurone qui régulera la contraction du muscle cardiaque ou des viscères. Donc ça, c'est général, quels que soient finalement les deux systèmes, le système nerveux périphérique moteur autonome parasympathique ou orthosympathique. Donc le deuxième neurone possède un corps cellulaire et des dendrites qui sont localisés à la périphérie du système nerveux central, donc c'est dans le système nerveux périphérique, dans un ganglion, puisque je vous ai dit que les ganglions contenaient les corps cellulaires des neurones. Donc finalement, on va pouvoir donner deux noms différents aux deux neurones par rapport à ce ganglion. Le premier neurone qui est avant le ganglion s'appelle le neurone préganglionnaire, donc c'est celui qui part de la moelle épinière. Et le deuxième neurone est appelé le neurone postganglionnaire. On aurait aussi pu l'appeler le neurone ganglionnaire, et donc c'est le neurone dont le corps cellulaire est localisé dans le ganglion. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que les cellules vont réagir de manière différente au système nerveux périphérique parasympathique ou orthosympathique? C'est que les neurotransmetteurs qui sont libérés à l'extrémité des deux nerfs, parasympathiques et orthosympathiques, sont différents. Donc si vous regardez dans le cas du système nerveux périphérique moteur autonome orthosympathique, qui est la deuxième ligne, le deuxième neurone libère à son extrémité de la noradrénaline au niveau du muscle autonome. Et la noradrénaline va permettre donc d'activer le muscle lors d'une situation de stress. Donc par exemple, le cœur se contracte plus vite et plus fort en réponse à la noradrénaline qui est libérée par ce nerf orthosympathique. Dans le cas du système nerveux périphérique autonome parasympathique, le deuxième neurone, donc postganglionnaire, libère cette fois-ci non pas de la noradrénaline mais de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine va permettre de ralentir finalement le muscle lors d'une situation de repos. Donc par exemple, au repos, le cœur se contracte moins vite et moins fort en réponse à l'acétylcholine qui est libérée. Et maintenant, regardons d'un peu plus près l'organisation du système nerveux périphérique moteur autonome et plus précisément la localisation des ganglions ortho- et parasympathiques. On va prendre un exemple, l'exemple du cœur. Donc le cœur est localisé au milieu sur le schéma. Et vous voyez donc qu'il est innervé par deux nerfs qui forment le nerf orthosympathique
et le nerf parasympathique. Et quand on regarde plus précisément, pour chaque innervation, il y a 2 neurones qui se succèdent, 2 neurones qui forment le système nerveux périphérique moteur autonome orthosympathique et 2 neurones qui forment le système nerveux périphérique moteur autonome parasympathique, donc qui sont représentés par 2 petits traits noirs. Donc ces 2 systèmes n'ont pas exactement la même localisation des ganglions. Si vous regardez sur le schéma, le 2e neurone est localisé, donc le neurone postganglionnaire, est localisé dans un ganglion près de la moelle épinière dans le cas du système nerveux périphérique moteur autonome orthosympathique qui est représenté sur la gauche. Vous avez une chaîne de ganglions qui va donc contenir les différents corps cellulaires des neurones postganglionnaires du système nerveux périphérique moteur autonome orthosympathique. Par contre, dans le cas du système nerveux périphérique moteur autonome parasympathique, le corps cellulaire du neurone postganglionnaire est localisé dans un ganglion qui est près de l'organe, ici près du cœur. Et c'est valable finalement pour tous les organes. Le poumon, par exemple, a 2 innervations, parasympathique et orthosympathique. Le ganglion parasympathique est localisé près du poumon, alors que le ganglion orthosympathique est localisé près de la moelle épinière. Alors sur le schéma, vous voyez qu'il y a écrit système sympathique et non orthosympathique. C'est que dans les ouvrages, vous trouvez les 2 termes. Donc on peut résumer d'après la diapositive que le neurone postganglionnaire est près de la colonne vertébrale, alors que le neurone postganglionnaire est près des organes. Retenez donc bien que les ganglions orthosympathiques sont localisés près de la colonne vertébrale, les ganglions orthosympathiques sont localisés près, voire carrément dans l'organe innervé, et enfin, les 2 systèmes innervent en général un même organe et sont antagonistes, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions opposées. En reprenant toujours l'exemple du cœur, le système nerveux périphérique moteur autonome orthosympathique accélère alors que le parasympathique, lui, le ralentit. Alors, ceci se retrouve par exemple pour les bronches. Elles sont dilatées pour favoriser la respiration grâce au système nerveux orthosympathique, mais elles se contractent par le système nerveux parasympathique. Donc, le système orthosympathique, je vous rappelle que c'est le système qui est impliqué dans les réactions de fuite. Donc finalement, la réponse des bronches est adaptée puisque la dilatation va permettre de respirer davantage et favoriser l'effort. Donc il y a cependant des exceptions. Donc si vous pensez à la médulo-surrénale qu'on a vue pour la communication hormonale, elle n'est innervée que par le système nerveux périphérique orthosympathique. Il n'y a pas d'innervation parasympathique. Et l'orthosympathique stimule cette glande. Donc les glandes salivaires, elles sont stimulées à la fois par l'orthosympathique et le parasympathique, qui ont exactement la même fonction et qui n'ont donc pas une fonction antagoniste. Pour terminer ce diaporama, nous allons désormais mettre en application cette nomenclature pour décrire le trajet de l'information, donc lors du cas de la réponse de retrait de la patte ou de la main, en réponse à un stimuli nociceptif, l'exemple que j'ai choisi de prendre dans cette partie du cours. Donc tout d'abord, le stimuli nociceptif est perçu par des récepteurs nociceptifs. Donc ces récepteurs sont des extrémités des neurones sensoriels qui appartiennent donc au système nerveux périphérique sensoriel. Le message est transmis vers la moelle épinière par un nerf qui appartient au système nerveux périphérique sensoriel et qui est donc formé des axones de ces neurones nociceptifs. Le corps cellulaire de ces neurones nociceptifs est localisé dans un ganglion situé près de la moelle épinière, qu'on appelle le ganglion spinal. Ensuite, un autre prolongement axonal pénètre dans la moelle épinière et établit un contact synaptique, donc qu'on verra un peu plus dans le détail pour la synapse, avec des interneurones qui sont localisés dans la moelle épinière. Ces interneurones, comme ils sont localisés dans la moelle épinière, appartiennent au système nerveux central et vont donc traiter le message. Ensuite, ces interneurones stimulent, régulent l'activité de neurones qui appartiennent au système nerveux périphérique moteur volontaire. Volontaire puisque ce sont des muscles qui assurent la flexion et l'extension de la jambe, donc qui sont des muscles squelettiques. Ces messages moteurs sont envoyés et en réponse à ces messages moteurs, la jambe stimulée par la piqûre se plie et l'autre se tend pour soutenir le corps. Donc on va prendre appui que sur la jambe qui n'est pas stimulée par la piqûre. Donc ici,
La subdivision du système nerveux périphérique moteur est bien la subdivision somatique, car les muscles de la flexion et de l'extension de la jambe sont attachés au squelette. Donc ce sont des muscles squelettiques. Donc même si c'est une réponse réflexe, comme il s'agit de muscles squelettiques qui sont régulés, il s'agit donc bien de la subdivision somatique volontaire du système nerveux périphérique moteur qui est mise en jeu. Dans cette diapositive, la dernière, nous allons enfin mettre en application cette nomenclature pour décrire le trajet de l'information nociceptive lors de la transmission donc, du stimulus nociceptif vers le cerveau pour cette fois-ci l'interprétation douloureuse en fonction de l'expérience émotionnelle de chacun. Donc en reprenant le même trajet, le stimulus nociceptif est perçu par des récepteurs nociceptifs qui sont les extrémités d'axones de neurones sensoriels. Ces neurones sensoriels transmettent un message sensoriel vers la moelle épinière par un nerf qui appartient au système nerveux périphérique sensoriel, qui est formé donc des axones de ces neurones nociceptifs. Le corps cellulaire de ces neurones nociceptifs est donc localisé dans un ganglion, près de la moelle épinière, le ganglion spinal. Donc là, c'est exactement pareil que pour le réflexe de retrait de la patte. C'est par la suite que le trajet change. Donc les interneurones situés dans la moelle épinière reçoivent ces messages et donc ils appartiennent au système nerveux central. Ils traitent le message. Et une chaîne de plusieurs interneurones du système nerveux central se relaie au sein de la moelle épinière pour transmettre l'information nociceptive, cette fois-ci jusqu'au cerveau. Donc cette fois-ci, le cerveau participe au trajet de l'information. Donc ils forment une voie de transmission qu'on appelle la voie spino pour moelle épinière, thalamique pour thalamus, puisque le thalamus est la structure donc, de l'encéphale dans lequel arrive et est traitée l'information nociceptive. Et ensuite, donc, les neurones du thalamus transmettent l'information dans d'autres parties du cortex et il va y avoir donc une intégration avec d'autres neurones, notamment les neurones de la mémoire, et ceci va permettre d'obtenir une perception consciente et subjective propre du stimulus nociceptif en tant que douleur ou, au contraire, en tant que non-douleur selon le vécu de chacun. Ces deux exemples vous permettent de vous montrer que les différentes subdivisions du système nerveux coopèrent entre elles pour l'établissement de circuits fonctionnels. Pour terminer ce diaporama, je vous invite donc à vous entraîner avec les petits quiz et exercices qui sont dans les diapositives suivantes. Donc à bientôt pour le dernier diaporama de ce cours.